Bonjour Ophélie Latil, tu représentes donc le collectif Georgette Sand. On est ravis de t'avoir aujourd'hui pour célébrer donc le 8 mars, Journée internationale des femmes. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du collectif, des conditions en fait de création, pourquoi ce collectif, dans quelles conditions et ce que toi en tout cas tu retires de ce qui se passe aujourd'hui pour Georgette Sand. Alors, Georgette Sand, c'est un collectif, c'est pas une association, la forme juridique est volatile. C'est une association où en gros tout le monde peut être chef-feu. Et c'est une structure qui s'est créée en 2013 avec comme slogan « Faut-il s'appeler Georges pour être pris au sérieux ?» Parce que donc on a repris l'image, l'iconographie de George Sand qui avait été obligé au 19e siècle de singer les codes de la masculinité, de s'habiller comme un garçon, d'avoir un nom de garçon pour pouvoir être prise au sérieux, rentrer dans les salons littéraires. Et à ce moment-là, il y a eu une sorte de connexion entre plusieurs personnes qui ont fondé Georgette Sand et qui se sont dit c'est quand même pas normal qu'au 21e siècle on ait besoin de faire comme au 19e et de singer les codes de la masculinité pour être prise au sérieux, parce qu'on se rendait compte que dans les médias, que dans les manuels scolaires, que partout il y avait une surreprésentation du modèle masculin, qu'on avait l'impression, qui était a priori fausse, que seuls les hommes avaient fait l'histoire, pouvaient avoir le droit d'avoir un nom de rue, de siéger dans les instances de pouvoir, que seulement on s'est rendu compte que 25% seulement des femmes étaient expertes à la télévision et que les autres sont victimes ou témoins, elles racontent l'histoire des autres, elles sont victimes, elles sont témoins. On s'est rendu compte que de manière générale dans la représentation des femmes, les femmes n'avaient que des prénoms, elles n'ont pas de nom de famille et qu'en général alors, on les cantonne à un rôle d'objet, un rôle de victime. Et donc c'est pour travailler, pour améliorer, changer cette manière de rendre visibles les femmes qu'on s'est constitué. Donc on a créé Georgette Sand et on travaille sur deux axes. La question des stéréotypes, oui. Donc lutter contre les stéréotypes. Donc une femme est uniquement un petit objet mignon et joli et l'homme est un gros mec viril, parce que c'est les deux choses, on construit vraiment les deux. C'est un collectif qui est mixte, ça c'est important aussi de le dire. Oui. Il y a des filles et des garçons. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres collectifs et que dans les collectifs on est mixte ou non mixte. Nous on a fait le choix vraiment d'être mixte parce qu'on part du principe que les hommes et les femmes doivent travailler ensemble sur la question du féminisme, sur les droits économiques et la santé des femmes. On a fait deux choses qui ont été assez vite connues en fait à Georgette Sand. C'est que on s'est rendu compte à un moment il y avait des prix différenciés pour les filles et les garçons. Un jour on est là comme ça sur notre canapé en train de faire une réunion, il y en a une qui dit « Ah, j'ai vu ça, tiens, je vais aller à Monoprix et je vais aller prendre en photo 3 trucs pour voir si c'est comme ça. » Et elle arrive au bout de 2 heures en disant « C'est incroyable, à Monoprix, il y a plein de prix différenciés, les rasoirs, les déodorants, les shampoings. » Finalement, du coup, on se met tout à sortir, on se rend compte que chez le coiffeur, à longueur de cheveux égale, on paye 10 fois plus cher, le pressing c'est pareil, tout ça. On commence à demander aux gens de relayer les photos et donc on est tombé sur des trucs assez incroyables et donc on le relaie et là ça a pris du coup de l'ampleur parce que 3 semaines plus tard, nous faisions la une du New York Times, c'est que ça a commencé à faire boule de neige en France, on a été appelé par la secrétaire d'État aux droits des femmes, au final il y a eu une déclaration officielle du PDG de L'Oréal qui disait qu'il ne voyait pas du tout de quoi on parlait, l'air très très pincé et c'est parti en fait après à l'échelle internationale puisqu'on a été relayé par les plateformes féministes à l'échelle internationale, que comme on était relayé dans les médias internationaux, le Guardian, tout ça, on est parti sur la chaîne mexicaine Televisa et là en fait ça a commencé à descendre dans toute l'Amérique latine et ça a déclenché une manifestation, je ne sais plus, en Argentine ou au Chili. Ah oui d'accord, donc ça a une portée politique internationale. Incroyable, on avait pris des photos dans un magasin Monoprix dans le 18e arrondissement de Paris et on s'est retrouvé à aider en fait les revendications des femmes donc en Amérique latine qui revendiquaient des mutuelles avec utérus parce qu'en Amérique latine vous pouvez, pour avoir le droit à un prix de mutuelle qui est le même que celui d'un homme, vous devez refuser les soins sur votre utérus, la gynécologie, l'obstétrique, tout ça. Et donc du coup on a fait cette partie-là. On a fait aussi une autre partie qui s'appelait la tampon taxe, on appelait ça la taxe tampon. La taxe tampon qui est très connue, ouais. Voilà, mais alors la taxe tampon au départ c'est pas que les tampons, c'est aussi les tampons, les serviettes, les cups, les coupes menstruelles. C'est tout ce qui touche en fait à ces produits-là qui pour les femmes sont des produits de première nécessité. C'est les premiers qu'on vous demande dans les collectes alimentaires et hygiène en fin d'année quand vous voulez faire une bonne action dans les grands magasins. Et on a obtenu en fait une grande écoute de la part des députés européens et en France aussi à l'Assemblée nationale. On en a parlé.
On a fait des grosses manifestations où là, c'était très intéressant parce que là, vous aviez l'intégralité des mouvements féministes qui étaient là et qui revendiquaient cette fin de la taxation à 20% en disant une canette de Coca-Cola et un match de foot, c'est taxé à 5%. Pourquoi les tampons, les serviettes? En plus, là-dessus, le secrétaire d'État au budget explique que oui, chaque année, on nous demande de baisser la taxation sur des choses complètement aberrantes, l'entrée des grottes et les parcs d'attractions. Et là, il devient la risée nationale et à la fin on a réussi à faire voter la baisse de la taxation et donc du coup on s'est mis à surveiller les magasins qui n'appliquaient pas la taxation immédiatement. Donc on a invité les gens à relayer, à écrire aux magasins qui n'appliquaient pas au 1er janvier donc 2016 la fin de la taxation à 20% puisqu'elle était passée à 5%.